Donc, bonsoir et bienvenue à tous. Puis, c'est avec un grand plaisir que je vous présente le docteur Yves Robitaille, notre conférencier de ce soir. Donc, après avoir complété un baccalauréat en microbiologie, Dr Robitaille a obtenu son doctorat en médecine à l'Université de Montréal et a ensuite complété sa résidence pour devenir interniste. Depuis, il pratique en milieu hospitalier et communautaire dans la région de Lanaudière. Initialement, au tout début de sa pratique, il fut mandaté afin de développer et mettre sur pied un centre de diabète à l'hôpital Le Gardeur. Les années ont passé, la médecine a évolué, puis en 2016, comme il a un grand intérêt en maladies métaboliques, il a fondé le Centre de médecine métabolique de Lanaudière. Puis il s'agit d'une clinique assez extraordinaire qui a une approche multidisciplinaire afin d'essayer d'améliorer la santé des gens aux prises avec des maladies chroniques comme le diabète, l'obésité et la dyslipidémie. Afin d'offrir ce qu'il y a de mieux comme approche, il a aussi obtenu son diplôme du American Board of Obesity Medicine en 2020. Clinicien d'expérience, il a été investigateur à de nombreuses recherches cliniques, comme l'étude SELECT. Il participe aussi à la formation médicale en enseignant aux étudiants en médecine. Puis, en terminant, j'insiste sur le fait que Dr Robitaille, c'est un médecin passionné, dynamique, puis un excellent communicateur. C'est des qualités qui font en sorte qu'il est convoité fréquemment pour donner de nombreuses conférences, que ce soit en diabète ou en obésité. Puis, je suis convaincue que la prochaine heure va être très intéressante pour tous. Alors, sans plus tarder, je vous laisse la parole, Dr Robitaille. Merci beaucoup, Dr Roy, pour cette charmante et flatteuse introduction. Merci aussi aux gens de la SSVQ ainsi que leur président, Dr Vallée, de m'avoir fait confiance et d'avoir fait l'honneur de m'inviter pour vous faire, dans le fond, une mise à jour sur la prise en charge du diabète en 2022. Donc, ce qui est nouveau, ce qui est toujours important. Un des défis majeurs dans l'établissement d'une telle conférence à un auditoire qui est relativement hétérogène, c'est d'arriver à construire une conférence qui va être d'un calibre qui convient à tout le monde. Fait que s'il y a des choses qui ne sont pas claires, des concepts que vous voudriez voir un peu plus poussés, un peu plus évolués, n'hésitez pas à poser vos questions. Et c'est sûr que je comblerai les manques, les vides lors de la période de questions. Alors, comme il est de mise maintenant, ma divulgation de conflits d'intérêts potentiels, je travaille comme chercheur clinique, conférencier, consultant médical avec une grande partie des compagnies pharmaceutiques qui sont impliquées de près ou de loin dans les soins aux patients qui souffrent de maladies de la sphère métabolique, sont cités là en ordre alphabétique et non pas en ordre de préférence. Vous retrouvez dans la liste, évidemment, le nom de Janssen. Dr Vallée vous l'a dit ce soir. En fait, il y a c'est l'initiative, le support de Janssen, le support logistique financier de Janssen qui a permis cette soirée-là. Sachez par contre que le titre, les objectifs m'ont été fournis par la SSVQ et je suis l'entier auteur de cette conférence-là. Personne n'a eu son mot à dire dans ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, les 3 objectifs qui m'ont été soumis, rappelez les fondements du traitement du diabète, genre d'objectifs que j'adore parce que ça nous amène à re-questionner tout ce qu'on a fait. Puis vous allez voir, je vais vous amener dans un voyage temporel qui permet de comprendre où on est aujourd'hui, puis pourquoi on est là aujourd'hui et quels sont les plus et les moins que ça a apporté les études les plus récentes. Soit dit en passant, je n'ai pas l'intention de refaire le tour de toutes les études cardiovasculaires. Un, il y en a trop. 2, elles ont été présentées à maintes et maintes reprises. Donc, c'est du matériel qui est connu, mais on va plutôt les intégrer dans une approche globale, holistique de la prise en charge du diabète. Appliquer l'approche de la protection cardio-rénale maximisée, c'est vraiment sur ça qu'on va centrer la majorité de la conférence. Et personnaliser la thérapie selon le profil du patient diabétique. Les 2 derniers objectifs vont faire l'objet du noyau de la conférence. Je ne les ai pas nécessairement séparés complètement. Donc, les fondements du traitement du diabète, en fait, il faut revenir
en arrière, puis voir le chemin qu'on a fait depuis. En fait, c'est la seule photo que j'ai trouvée, là, les lignes directrices de pratique clinique 1998, mais il faut savoir que les premières lignes directrices pour le traitement du diabète au Canada ont été publiées par ce qui était à l'époque l'Association canadienne du diabète, qui est devenue aujourd'hui Diabète Canada, en 1992. Alors, on a les auteurs des lignes directrices de 98, toujours pour la même raison, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que 92, les lignes directrices faisaient 16 pages. 2018, qui est la dernière refonte globale, on avait 38 chapitres. Depuis 2018, il y a eu 2 mises à jour supplémentaires, une en 2020, une en 2021, mais on reste toujours aux 38 chapitres. Donc, on voit vraiment là, sur un spectre d'à peu près 25 ans l'évolution de l'ampleur des connaissances puis des éléments qui sont à regarder dans la prise en charge du diabète. Alors, en 1998, le fameux tableau de prise en charge du diabète était relativement simple. On disait au diagnostic, on met diète-exercice à tout le monde. Si on a un taux de glucose en bas de 10 millimoles par litre, on continue de la même façon. Par contre, si on a entre 10 et 13 millimoles par litre, il faut introduire un agent oral qui sera soit un biguanide, c'est-à-dire le metformin, ou une sulfonylurée. Et moi, je me rappelle, à l'époque, j'étais soit en externat ou en début de résidence. Et ce qu'on disait, on disait, bien, si le patient est mince, on met une sulfo. Si le patient souffre d'obésité, on met du metformin. Et c'était à peu près ça. Et si on n'avait pas le contrôle, on mettait une autre médication. Puis si on restait encore en haut de 10, bien, on introduisait de l'insuline, mais en arrêtant la thérapie orale. Ce qui commence à être très loin de ce qu'on a aujourd'hui. On disait aussi, si la glycémie est en haut de 13, sulfonylurée en premier choix. Si on reste en haut de 13, on s'en va vers l'insuline. Et si on est entre 10 et 13, ajouter de la metformine. On voit à quel point les choses ont évolué parce que ce tableau-là est devenu ça aujourd'hui. Donc, un tableau qui occupe beaucoup plus d'espace. Là, chacune des 2 parties du tableau a sa page dans les lignes directrices en fait, dans la mise à jour 2020 des lignes directrices de Diabète Canada. Et on va revenir en détail un peu plus loin sur ce qui en est de ces lignes directrices-là. On ne va pas aller dans le détail pour ça aujourd'hui. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que sur ces 25 années-là, et encore plus particulièrement, je dirais, dans les 10 dernières années, on est passé d'une approche qui était très, très glucocentrique. Oui, avec l'idée de réduire les événements cardiovasculaires, le décès, les complications microvasculaires, mais c'était vraiment axé sur le glucose à ce moment-là. Et les avancées scientifiques récentes ont fait qu'on s'est tourné plus vers une approche de réduction du risque cardiovasculaire, mais pour des raisons que je vais vous expliquer dans les prochaines minutes, il ne faut pas abandonner la correction de la glycémie, la correction de l'A1C, qui, malgré le fait qu'on ait une approche maintenant qui est beaucoup plus sur la réduction du risque cardiovasculaire avec une prise en charge qui est plus globale, holistique, la réduction de l'hémoglobine glyquée, n'en déplaise à certains experts de la médecine, la réduction de l'hémoglobine glyquée et de la glycémie demeure importante. Alors, toute l'histoire de l'évolution de la prise en charge du diabète a débuté avec une étude phare, qui est l'étude DCCT, qui a été publiée en 1993. C'était une étude chez des gens qui avaient un diabète type 1. Des patients qui étaient soit des nouvellement diagnostiqués ou des patients avec une maladie qui existait depuis quelques années. Et avant des CCT, ce qu'on faisait, c'était ce que je vous ai présenté dans les lignes directrices de 92-98. Donc, on évitait les hyperglycémies sévères, on évitait les hypoglycémies, puis c'était ça le traitement. Ce qu'il faut comprendre de DCCT, c'est que même si l'étude a été publiée en 1993, cette étude-là a débuté en 1983 et la conception de l'étude remonte à 1978. Donc, on recule loin en arrière, mais il reste que DCCT puis UKPDS, qui est l'étude dont je vais vous parler par la suite, sont vraiment à la base de ce qu'on fait aujourd'hui, de beaucoup des traitements qu'on a choisis. Donc,
L'étude des CCT initiale était celle-ci, qui était l'étude d'intervention. Puis, par la suite, on a eu l'étude EDIC, dans le fond, qui était juste un suivi des patients sur une fenêtre d'à peu près 25 ans, une fois l'étude des CCT terminée. Et dans l'étude des CCT, on avait 2 bras. Un bras qui était le traitement conventionnel, qui est grossièrement ce que je vous ai présenté tantôt, et un bras qui était un traitement intensif. Le traitement intensif, vous allez le reconnaître, c'était viser une hémoglobine glyquée en bas de 7 viser une glycémie à jeun ou avant les repas en bas de 7 millimoles par litre et viser une glycémie après les repas en bas de 10 millimoles par litre. Vous reconnaissez ce qu'on retrouve encore dans les lignes directrices aujourd'hui, mais ça remonte à 1993 avec la publication de DCCT. Qu'est-ce que DCCT avait démontré? C'était une réduction des événements microvasculaires particulièrement, donc la rétinopathie, la neuropathie, la néphropathie. Et ce qui avait été noté, c'est que oui, autour de 7 d'hémoglobine glyquée, on voyait un amenuisement de la réduction du risque, mais ce qui n'est pas sur cette diapositive-là, c'est que le risque d'hypoglycémie faisait quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr que, suite à la publication de l'étude, il y a eu des recommandations, puis la recommandation visait, entre autres, la réduction aussi du risque d'hypoglycémie. Donc, oui, on pouvait descendre, mais le risque d'hypoglycémie devenait tellement important que les gens ont dit, OK, non, on ne visera pas plus bas que ça. Une fois l'étude terminée et publiée en 1993, a entrepris l'étude EDIC, qui était juste, dans le fond, le suivi. Alors, ce qu'on voit, c'est que nos patients qui étaient dans le traitement standard de l'époque sont retournés voir leur médecin et en appliquant les nouvelles lignes directrices, ces patients-là se sont retrouvés avec un traitement intensif. Donc, on a vu dans ce groupe-là une réduction de l'hémoglobine glyquée. Alors que les patients qui étaient dans un groupe intensif, certains d'entre eux, à la fin de l'étude, ont relâché leur contrôle, ont fait moins attention, tout ça, ou étaient suivis par une équipe qui n'était pas au fait des nouvelles données. Donc, on a vu une remontée de l'hémoglobine glyquée, ce qui fait qu'à partir de la 2e année de suivi, ce qu'on constate, c'est que les hémoglobines glyquées sont les mêmes dans les 2 groupes. Alors qu'on avait dans le groupe, dans la partie interventionnelle, 2 de différence dans l'hémoglobine glyquée. Une fois tombé dans la phase d'observation et sur une période de 25 ans, les hémoglobines glyquées sont demeurées exactement les mêmes. Et ce que ça a donné, c'est ce qu'on voit parce que je vous ai parlé de la réduction des événements microvasculaires, mais voici ce qu'on a retrouvé pour la réduction des événements macrovasculaires. Donc, on a ici le premier 5 ans où l'étude interventionnelle s'est terminée. Et ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du risque macrovasculaire, on ne voit pas de différence entre les 2 bras, mais à partir de la 5e, 6e, 7e année, on commence à voir que les gens qui étaient initialement dans le groupe intensif, parce que rappelez-vous, à partir du suivi EDIC, les hémoglobines glyquées sont les mêmes dans les 2 groupes. Et ce que DCCT nous a permis de constater, c'est que d'avoir un moment où le traitement est vraiment intensif, on va avoir un effet d'un point de vue cardiovasculaire qui perdure dans le temps. Et après un certain temps, on va voir apparaître une dissociation des 2 courbes. C'est un peu ce qu'on a appelé la mémoire métabolique. Donc, c'est une des raisons, pour laquelle on recommande encore aujourd'hui de traiter précocement, agressivement, parce que nos patients vont avoir un meilleur pronostic que si on attend dans le temps. La suite logique de DCCT, c'est l'étude UKPDS, qui a été publiée quelques années plus tard, 5 ans plus tard, mais qui a été montée, construite et qui a concouru pendant à peu près la même période, juste avec un peu de délai par rapport à DCCT. UKPDS était une étude de même type, c'est-à-dire traitement conventionnel, ce que je vous ai présenté plus tôt, versus traitement intensif avec les mêmes normes de traitement que ce que je vous ai présenté pour l'étude des CCT, mais chez des patients avec un diabète type 2, et c'était uniquement des patients avec un diabète de novo. Donc, UKPDS, dans le fond, est la suite logique. On a les données chez les patients avec diabète type 1, puis là, on a les données chez les patients avec diabète type 2. Puis là, j'ai complètement manqué mon animation, fait que vous m'en excuserez, mais on voit ici les gens qui étaient sur traitement conventionnel,
versus les gens qui étaient sous traitement intensif avec les mêmes normes. Et à la fin de l'étude UKPDS, non, ça c'était DCCT, je m'excuse, UKPDS, c'est pour ça qu'il est en blanc. En train de reculer. C'est pour ça qu'il est en blanc, DCCT. À droite, UKPDS. Donc, on avait la même chose. OK? Donc, une dissociation entre les deux groupes, le traitement conventionnel, le traitement intensif. Et ce qu'on voit, c'est que dans la première année, on a rapidement une prise de contrôle, mais dans les deux groupes, qu'on soit en groupe conventionnel ou en groupe en traitement intensif, les hémoglobines glyquées remontent. Donc, on constate qu'il y a vraiment un échappement au traitement qui est dû à l'évolution de la maladie. Et à la fin de la période d'intervention, on a la même période de suivi dans UKPDS qu'on avait dans DCCT. Dans DCCT, ça s'appelait EDIC, mais dans UKPDS, c'est devenu le suivi 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et on a vu la même chose avec les hémoglobines glyquées. C'est-à-dire qu'une fois la période d'intervention terminée, les hémoglobines glyquées des deux groupes se sont regroupés et on a obtenu le même traitement sur le long terme à 5 ans, 10 ans, 15 ans, les mêmes hémoglobines glyquées. Et ce qu'on a vu, c'est que malgré ça, on a eu une réduction soit de tous les endpoints reliés au diabète, soit de la maladie microvasculaire, soit l'infarctus du myocarde, soit la mortalité de toute cause. Donc, encore une fois, UKPDS vient nous parler de l'importance de traiter précocement, de prendre le contrôle rapidement, parce qu'on va avoir un effet dans le long terme versus un traitement qui est beaucoup plus conservateur, je dirais. Donc, je reviens sur la notion de mémoire métabolique. Donc, les données de UKPDS, mais on a essayé de faire des avancées avec la prise en charge du traitement du diabète. Et début des années 2000, donc 5 à 10 ans après la publication des CCT UKPDS, mais particulièrement UKPDS parce que les études Advanced Accord VADT sont des études en diabète type 2, bien, on est allé regarder si l'intensification du traitement n'allait pas améliorer encore plus le pronostic de nos patients. Donc, on répète ici les données de UKPDS, donc les complications microvasculaires dans l'étude initiale et dans la période de suivi. Pour ce qui est du macrovasculaire, du cardiovasculaire ou de la mortalité, dans UKPDS, on n'avait pas d'effet dans les 10 ans de l'étude, mais on a vu apparaître plus tard des bénéfices au niveau des complications cardiovasculaires ou de la mortalité cardiovasculaire, ce que je vous expliquais plus tôt. Alors, Accord, Advance et VADT étaient des études dans lesquelles on intensifiait encore plus. Donc, regardez, alors que dans UKPDS, on était à 7 versus 8 dans Accord, on a essayé d'avoir 6,5 d'hémoglobine glyquée. Dans Advance, on a atteint 6,3 d'hémoglobine glyquée. Dans le cas de VADT, bon, on répète un petit peu les résultats de UKPDS, fait qu'on ne s'y arrêtera pas. Alors, on a vu dans l'étude Accord une réduction des complications microvasculaires avec un 6,4 par rapport à un 7,5. Pas de bénéfice cardiovasculaire dans la durée de l'étude, mais le gros bug de l'étude Accord était que, en fait, le bras traitement intensif du diabète a été arrêté précocement parce qu'il y avait une augmentation de la mortalité cardiovasculaire. Par contre, on a vu dans Accord une réduction du risque des infarctus non mortels, mais ça a été complètement occulté parce qu'en marge de ça, il y avait beaucoup plus de mortalité cardiovasculaire, sans qu'on ne l'ait jamais prouvé réellement. Tout le monde soupçonne que c'est le taux totalement prohibitif d'hypoglycémie qui est survenu dans l'étude de Accord qui a conduit à cette augmentation-là de la mortalité. Parce que dans Advance, avec un protocole qui était aussi agressif, je dirais, mais avec une sulfonylurée qui était moins intense, c'est-à-dire c'était du glyclazide au lieu d'être du glyburide et autres, on a vu la même réduction des événements microvasculaires, mais aucun effet sur les événements macrovasculaires et aucune augmentation de la mortalité. Donc, on a un signal dans l'étude, dans les deux études Accord Advance, que le choix des molécules peut avoir une importance dans l'avenue par rapport au traitement, puis que probablement que les hypoglycémies, c'est quelque chose qui est vraiment pas bon. Donc, les molécules,
se sont développés comme en 2 temps, si on veut. Là. Donc, les premières sulfo, le tolbutamine en 56, le metformin qui est arrivé en 59. Puis après ça, on saute loin dans le temps avec, en 1995, l'arrivée de l'acarbose. Puis après ça, ça s'est mis à débouler. Hein. Les TZD, les méglitinides, qui sont des sécrétagogues à plus courte durée d'action, les agonistes des récepteurs du GLP-1, les inhibiteurs du DPP-4. Par la suite, oubliez cholésévélam puis bromocriptine, on ne les utilise pas au Canada dans le traitement du diabète. Puis après ça, un autre, à peu près 10 ans plus tard, sont arrivés les inhibiteurs du SGLT2. Donc, ça a été très silencieux entre les années 50-60 et la période un peu plus moderne là, qui commencera, disons, en 1995. Même chose du côté des insulines. Découverte de l'insuline, après ça, les premières utilisations d'insuline qui étaient des extraits, première synthèse d'insuline, puis là sont apparus les analogues et autres. On voit que c'est resté l'insulinothérapie très, très rudimentaire pendant une longue période. Puis là, au milieu des années 90, il y a eu une explosion, puis l'apparition de toutes sortes d'insulines plus modernes qui font qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de traiter adéquatement nos patients. Maintenant, les études cardiovasculaires, parce que là, on a parlé des études phares, des CCT UKPDS qui sont venus se faire appuyer par Accord Advance, où on a démontré l'importance de la réduction des événements microvasculaires, particulièrement par une réduction intensive ou agressive de l'hémoglobine glyquée, donc en marge de ça, de la glycémie. Dans la période plus récente, je dirais donc que ça a commencé ça dans les années 2000, la production de ces études-là qui ont été publiées à partir de la deuxième moitié des années 2010, donc autour de 2015. On va y revenir en détail. Mais ce qui a déclenché tout ça, c'est que je vous ai parlé des TZD qui étaient apparus quelque part autour de 95-96. Et M. Nissen a fait une méta-analyse qui a été publiée en 2007 qui tendait à démontrer que la rosiglitazone augmentait le risque de mortalité cardiovasculaire et augmentait le risque d'infarctus du myocarde. Et ça a déclenché évidemment tout ce qui a déboulé de ça. Et la FDA n'a pas vraiment aimé ça. Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'on avait donc une augmentation de la mortalité des infarctus du myocarde qu'on voit ici, là, et une quasi statistiquement significative, une augmentation de la mortalité de causes cardiovasculaires. Ce qui a fait que 2008, la FDA a publié des lignes directrices pour l'industrie sur le développement des thérapies pour le traitement du diabète. Et ce que les lignes directrices disaient, finalement, c'était que les compagnies devaient faire la démonstration que leur thérapie ne conduirait pas à une augmentation inacceptable du risque cardiovasculaire. Et c'est de là qu'ont découlé toutes les études cardiovasculaires dont vous avez entendu parler depuis à peu près 2015. Donc, on les a là. Encore une fois, je vous l'ai dit, je vous le redis, je n'ai pas la prétention de revoir toutes ces études-là une par une. On en aurait pour des heures probablement. Puis l'idée ici, ce n'est pas de complexifier la compréhension du traitement, c'est d'essayer de la simplifier et de présenter chacune de ces études avec ses caractéristiques, sa population cible, tout ça, ça peut conduire aux effets inverses de ce qu'on recherche. Et donc, beaucoup d'études, la majorité sont terminées. Des études dont on a moins entendu parler parce que certaines molécules ne verront pas le jour au Canada. Je pense par exemple aux études avec la sotagliflozine, qui est un biagoniste des récepteurs de SGLT1 et SGLT2. Mais bref, toutes ces études-là découlent d'une chose, c'est les directives de la FDA qui ont été émises en 2008 sur ce que devrait comprendre le programme de développement des molécules en diabète. Mais si on veut résumer tout ça, regardons nos molécules modernes, donc DPP-4, agonistes des récepteurs du GLP-1, inhibiteurs du SGLT2, et regardons les bénéfices que ces molécules-là ont, autres que la réduction de l'hémoglobine glyquée. Parce que les inhibiteurs du DPP-4 sont excellents pour réduire l'hémoglobine glyquée. Par contre, aucun bénéfice sur les événements cardiovasculaires d'importance majeure. Aucun bénéfice sur les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, mais même avec le saxagliptin, on a vu dans leur étude une augmentation des hospitalisations pour insuffisance cardiaque
qui demeure à ce jour pas réellement expliqué et pourrait possiblement être le fruit de la statistique, parce que ça se peut toujours, et aucun bénéfice sur la néphropathie. La seule exception, je dirais, c'est avec le linagliptin, mais encore là, c'est des miettes. Le linagliptin a démontré une capacité à amener une régression de la microalbuminurie, qui est un endpoint qui est certes important, mais qui, d'un point de vue clinique, est relativement soft. Donc, on peut considérer que les inhibiteurs du DPP4 n'ont aucun bénéfice cardiovasculaire, ce qui fait, ou même rénal. Ce qui fait que pour moi, les inhibiteurs du DPP4, je m'excuse, sont des molécules qu'on doit privilégier dans une population à profil gériatrique. Pourquoi? Parce que dans cette population-là, puis là, je n'ai pas fait référence à l'âge, j'ai fait référence uniquement au profil. Dans ces populations-là, la réduction des événements cardio-rénaux, donc des gens qui ont un pronostic de vie relativement réservé parce qu'ils sont fragiles ou autres, la réduction des événements cardio-rénaux prend moins d'importance. Et ce qu'on veut surtout éviter, c'est des maléfices de notre traitement. Et les DPP4 sont champions dans ça parce que les effets secondaires des inhibiteurs du DPP4 sont à peu près inexistants. Ce qui nous laisse dans les molécules modernes maintenant avec les agonistes des récepteurs du GLP-1 qui ont démontré leur capacité à, je reviens sur ma diapo, leur capacité à réduire les événements cardiovasculaires d'importance majeure, aucun effet sur les hospitalisations pour insuffisance cardiaque et possiblement, en fait, on voit dans les études de phase 3 et dans les études cardiovasculaires une réduction des événements rénaux, une régression de l'albuminurie, mais les études n'étaient pas conçues pour ça. Il y a une étude qui est en cours actuellement avec la sémaglutide, qui est l'étude FLOW, dont les endpoints sont vraiment des endpoints rénaux, mais cette étude-là devrait être probablement publiée autour de 2025. Il y a eu aussi l'acarbose qui a été ressorti un peu des boulamites. L'acarbose est très populaire en Asie. Alors, les Asiatiques ont conduit une étude cardiovasculaire parce que dans les études comme STOP and IDDM sur la prévention du diabète avec l'acarbose, on avait vu une tendance vers une réduction des infarctus du myocarde. Alors, en Asie, ils ont déclenché une étude avec l'acarbose, une étude cardiovasculaire. Et finalement, cette étude-là s'est révélée complètement neutre. Donc, l'acarbose, comme les autres, réduit l'A1C, mais n'amène pas d'amélioration, de réduction du risque cardiovasculaire. Donc, tout ça pour dire qu'avec toute cette évolution-là, vous constatez que le traitement du diabète est passé d'une approche qui était très glucocentrique, avec des CCT, UKPDS, Accord Advance, à une approche de réduction du risque cardiovasculaire, avec toutes les études cardiovasculaires qui découlent des nouvelles recommandations, finalement, de la FDA. Donc, s'il n'y avait pas eu cette controverse-là autour de la rosiglitazone, on n'aurait probablement pas ces molécules-là aujourd'hui, on ne serait probablement pas au fait du bénéfice qu'on peut avoir qui est indépendant du contrôle. Par contre, le contrôle demeure important pour les complications microvasculaires. Alors, ça, on va sauter par-dessus. Le traitement du diabète 2022, on a parlé d'approche holistique, donc une prise en charge du diabète avec réduction d'hémoglobine glyquée. Dans les lignes directrices de Diabète Canada, on parle de 7 %. Personnellement, je prône plus 6,5 % pour la majorité des patients. On a une réduction des événements microvasculaires. Et à la différence de Accord Advance, on a maintenant des molécules qui nous permettent d'atteindre de tels niveaux d'hémoglobine glyquée sans provoquer d'hypoglycémie. Parce que les molécules modernes, metformine, c'est ancien, mais des PP4, si on en met, GLP1 et SGLT2 sont des molécules qui ont la réputation de ne pas provoquer d'hypoglycémie. Donc, si on les introduit rapidement, on peut aller chercher une hémoglobine glyquée qui est inférieure à 6,5 %. Les études de Accord Advance ont démontré qu'on avait un bénéfice microvasculaire au minimum. Le cholestérol, donc, en bas de 2 millimoles par litre. La tension artérielle en bas de 130 sur 80. Les habitudes de vie, c'est hyper important. Après ça, toutes les ordonnances dont on va parler. Et en 2018, on disait de mettre un ISGLT2 ou un GLP1 pour les patients avec MCV et une hémoglobine glyquée pas à la cible. Chez les patients avec MCV, oui, ma ligne rouge est un peu trop longue, mais A1C à la cible n'est plus nécessairement vrai. On va y revenir. OK? L'autre chose que je veux vous dire, ce qui est intéressant des lignes directrices de la Société canadienne de cardiologie en lipides de 2021,
c'est qu'ils ont remplacé la cible, la notion de cible par la notion de seuil. Ça fait toute la différence du monde. Hein? Une cible de 2, si je suis à 2,1, ben, je suis pas loin de la cible, donc je ne suis pas pire. Si on dit maintenant que le seuil est 2, ça veut dire qu'il faut être en bas de 2. Donc, si je suis à 2,1, je ne suis pas encore au seuil, donc je dois intervenir. Donc, je pense que ce remplacement-là du terme cible par le terme seuil est quelque chose qui est génial et qu'on devrait appliquer à tout. Donc, qu'on parle de glucose, qu'on parle d'A1C, qu'on parle de tension artérielle, mais on devrait, au lieu de parler de cible, on devrait parler de seuil et faire des interventions lorsqu'on est en haut du seuil, je m'excuse. L'approche de la protection cardiovasculaire rénale maximisée, on a toujours considéré le diabète comme étant une maladie du contrôle du sucre. Il faut se rappeler que le diabète est aussi et surtout une maladie vasculaire, les vaisseaux étant l'organe le plus atteint. On sait que la microangiopathie, bien, les complications microvasculaires, c'est la microangiopathie, c'est la microcirculation qui est atteinte. On sait qu'on a aussi des complications au niveau de la macrocirculation. Donc, et tous les organes vont souffrir parce que leur perfusion est atteinte d'une façon ou d'une autre. Donc, le diabète, un peu comme l'hyperlipidémie, dans le fond, et même l'hypertension, est une maladie dont la cible préférentielle est les vaisseaux, puis les organes terminaux vont souffrir de l'atteinte des vaisseaux. Donc, est-ce qu'on devrait parler de diabète ou de dysglycémie? Bien, je reviens sur mon étude des CCT. Voici ce que des CCT nous a appris, c'est que plus on baisse l'A1C, plus on baisse le risque d'événements microvasculaires. Mais on n'a pas de seuil. Rendu à 6, là, on n'a pas encore atteint l'absence de réduction des événements. Je vous ai expliqué pourquoi 7 avait été choisi, là, mais ce qu'on constate des données de DCCT, c'est que ça n'arrête pas. Oui, la réduction du risque, ça menuise, mais 7 n'est pas la fin de tout. D'ailleurs, Accord et UKPDS nous l'ont démontré. Si on s'en va vers 6,5, 6,4, 6,3, mais on gagne encore un bénéfice. OK? Donc, ça, je vous en ai parlé. Ce qui fait que l'autre chose qu'on sait, c'est que le prédiabète, c'est connu, augmente les complications macrovasculaires. OK? Puis on sait qu'au moment où on pose un diagnostic de diabète, 50% des patients ont de la maladie macrovasculaire. Puis quand on va regarder les études de population, parce que les données qu'on a sont particulièrement dans les études de population, donc quand on va regarder les études de population, ce qu'on constate, c'est que le seuil à partir duquel il y a une augmentation du risque de maladie cardiovasculaire, macrovasculaire, c'est à une hémoglobine glyquée de 5,6 %. Je vous rappelle que les laboratoires au Québec, pour la majorité, vont sortir toute hémoglobine glyquée entre 5,7 et 6 % comme étant une hémoglobine glyquée normale. C'est historique, la façon dont ces normales-là ont été établies. Et comme je vous ai dit, les études de population ont démontré que le risque augmente à partir d'une étude d'une hémoglobine glyquée de 5,6 %. Ce qui fait que moi, personnellement, je suis très, très, très sensible aux hémoglobines glyquées à partir de 5,7 % inclusivement. Et j'interviens agressivement chez ces gens-là parce que entre 5,6 et 6 % et même 6,5 % qui est le seuil de diagnostic pour le diabète, bien, on a une augmentation des événements cardiovasculaires. L'autre chose, c'est que les données commencent à sortir maintenant et il est clair que le prédiabète, donc tout ce qui est hémoglobine glyquée entre 5,7 et 6,4 % ou tout ce qui est glycémie entre 5,6 et 6,9 millimoles par litre, ce qu'on appelle du prédiabète, ces gens-là vont développer des complications microvasculaires. Donc, on parle de rétinopathie, neuropathie, néphropathie. Le risque qui est associé au prédiabète, entre guillemets, est intermédiaire entre le risque chez les patients qui sont en état euglycémique, donc qui n'ont pas de trouble de la glycémie, et les gens qui ont un diabète de facto. Ce qui fait que, pour moi, personnellement, je pense que la classification glycémie normale, prédiabète, diabète, est une division qui est purement artificielle,
qui est utile dans la classification des patients pour faire des projets de recherche. Mais dans les faits, on sait maintenant que les patients qui ont un prédiabète vont développer des complications micro-macrovasculaires. Puis il faut voir ça un petit peu comme le yogourt dont la date d'expiration est le 31 juillet. C'est pas vrai que le 31 juillet, le yogourt est excellent, puis le 1er août, le yogourt est plus mangeable. On a une espèce de date de péremption sur la qualité, mais c'est un continuum, là. Puis c'est un peu la même chose dans la dysglycémie. Okay? C'est pas vrai qu'un soir, je me couche à 6,4 d'hémoglobine glyquée, puis je ne fais pas de complications microvasculaires. Puis le lendemain, j'ai 6,5 d'hémoglobine glyquée. Puis là, je m'en vais chez faire mes analyses sanguines. Puis mon médecin m'appelle en me disant, tu as un diabète, puis là, à partir de maintenant, tu vas briser tes yeux, tes reins, puis tes vaisseaux. C'est déjà commencé depuis longtemps. Donc, moi, personnellement, je pense que l'appellation dysglycémie est beaucoup plus exacte parce qu'elle reflète bien le continuum entre le niveau de glycémie et le développement des complications. Et ça pourrait aussi nous inciter à être un peu plus précoce dans le traitement parce que les gens vont dire, prédiabète, c'est tel que tel, fais attention, mange mieux, perds du poids. Puis non, il faut traiter le prédiabète de façon intensive. Diabète et risque cardiovasculaire, je ne vous apprends rien. À partir de la trentaine environ, les hommes, les femmes qui présentent un diabète ont un risque de développer des infarctus du myocarde qui est supérieur aux hommes et aux femmes qui ne présentent pas de diabète. Ce sont des données qui sont déjà connues et plus on vieillit, plus l'écart entre les deux groupes va aller en augmentant. On sait aussi que ce sont des vieilles données, mais que la néphropathie chronique est très prévalente dans la population. Et là, je vous invite à vous rappeler que la définition de la néphropathie chronique n'est pas... En fait, la néphropathie chronique ne se définit pas uniquement par la réduction du taux de filtration glomérulaire, mais se définit aussi par l'apparition d'une microalbuminurie ou d'une albuminurie qui n'est pas expliquée par une autre condition, dans le fond, qu'une néphropathie chronique diabétique. OK? Ces gens-là vont évoluer vers la dialyse. Ces gens-là ont un taux de mortalité qui est augmenté. Et la néphropathie chronique est souvent même la première complication manifeste, dangereuse. On va voir de la néphropathie chronique apparaître bien souvent bien avant les complications macrovasculaires. Donc, à cause de tout ça, la gestion du diabète doit se faire de plusieurs façons. On parle de soins simultanés, de façon intensive. Je vous en ai parlé au début. Rappelez-vous, UKPDS DCCT. Ça va permettre de diminuer la mortalité. Et on a une approche de contrôle des facteurs de risque, optimisation des habitudes de vie et la médication pour la protection cardiovasculaire. Historiquement, dans la prise en charge du diabète, ça, c'est une vieille publication de Del Prato qui remonte à 2005. On a toujours été très étapiste dans la prise en charge du diabète. Donc, faites du diabète, soyez fin, faites attention. Ah, ça s'est amélioré, on attend, on vous revoit. Ah, ça s'est détérioré, on met de la metformine, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on n'est jamais capable d'amener nos patients au seuil. Parce que quand on voit que ça s'améliore, on attend, puis on intervient juste quand ça s'est détérioré, ce qui fait qu'on prend à peu près jamais le contrôle. Alors, Del Prato, 2005, avait suggéré une approche qui est, moi, ce que j'appelle l'approche Obélix. C'est on frappe d'abord, on questionne ensuite. Donc, c'est introduction rapide d'un traitement intensif. Moi, personnellement, au diagnostic, je mets de la metformine chez tout le monde. Pour moi, la prise en charge d'un diabète de novo, je parle encore une fois pas de la population à profil gériatrique, mais je parle de la population avec un profil non gériatrique. Ces gens-là méritent une approche intensive, agressive, pour rapidement descendre l'hémoglobine glyquée en bas du seuil. Et une fois qu'on est en bas du seuil à nos différents points de surveillance, on ne fait pas d'intervention, on est en bas du seuil, mais dès qu'on remonte en haut du seuil, on applique une nouvelle intervention pour redescendre sous le seuil, et ainsi de suite. Ce qui permet d'avoir des hémoglobines glyquées qui sont beaucoup mieux contrôlées par une approche intensive que par une approche plus conservatrice. Rapidement, comment on fait la protection cardiovasculaire chez les patients diabétiques? Bien,
statine, médicaments de l'axe rénine-angiotensine-aldostérone, les agents anti-hyperglycémiens, puis l'utilisation sélective de l'aspirine. Donc, les statines, maladie cardiovasculaire clinique, c'est un sine qua non. Les patients avec un diabète type 2 avec un âge en haut de 40 ans. Les patients avec un diabète type 2 qui ont déjà des complications microvasculaires, on devrait introduire une statine chez ces gens-là. Sans égard au LDL de départ, soit dit en passant. Fait que oui, on va introduire une statine avec un LDL de 2,1. Je n'ai pas vu beaucoup de patients avec un diabète type 2 avec des LDL en bas de 1,8, là. Mais il y a une indication d'introduire. Et encore une fois, moi, personnellement, quand j'ai introduit une statine, c'est toujours une statine à haute dose, à dose maximale. Et je réduirai la dose si j'ai un problème de tolérance. Pourquoi? La rationnelle, c'est que si on décide d'introduire une statine, c'est parce qu'on considère notre patient à haut risque. Si on considère notre patient à haut risque ou à très haut risque, on veut avoir le LDL le plus bas possible. Et toutes les études dans la prise en charge des lipides ont actuellement démontré qu'il n'y a pas de plancher au niveau de LDL. Donc, si j'introduis un médicament, une statine nommément, pourquoi est-ce que je ne viserais pas un LDL de 1,2 si ma statine me permet de le faire, plutôt que de me contenter d'un LDL de 1,9, parce que toutes les études ont démontré que plus le LDL est bas, meilleure est la protection cardiovasculaire. Donc, moi, personnellement, j'utilise les statines de dernière génération et d'emblée à dose maximale. Et je vous dirais que pour la majorité des patients, c'est bien toléré. Et pour les patients qui ne tolèrent pas, je vais réduire la dose, mais je n'ai pas remarqué que cette stratégie-là était moins payante que de commencer avec une petite dose. Si les patients ont à développer des douleurs, ils vont développer des douleurs de toute façon. Pour les gens qui ont un diabète d'une durée de plus de 15 ans à un âge en haut de 30 ans, et tout patient, selon les lignes directrices 2021, il y a des petites nuances, ce n'est pas grand-chose. Les médicaments de l'axe rénine-angiotensine-aldostérone, bien évidemment, quand on a de la maladie cardiovasculaire clinique, on se rappelle que c'est sans égard à la tension artérielle. Chez les patients avec un âge 55 ans et plus, facteur de risque cardiovasculaire additionnel ou une atteinte terminale d'un organe, la présence de complications microvasculaires et, hyper important, à des doses ayant démontré une protection vasculaire, à la condition que ce soit toléré. Donc, on y va, on introduit et on va chercher la dose maximale, sauf si le patient, par exemple, sur une dose de 4 mg de perindopril, a déjà une tension artérielle à 90/50 et présente un peu d'orthostatisme. Il n'y a pas de raison de monter à une dose de 8 mg. Les agents hyperglycémiens, ben, c'est la prochaine section, puis l'utilisation sélective de l'aspirine. En fait, se rappeler que l'aspirine en prévention primaire, ça fonctionne, mais il y a plus d'hémorragie. Ceci étant dit, l'Institut de cardiologie m'a contacté, il commence une étude avec différents dosages. Il pense que c'est peut-être une question de dosage qui fait en sorte que nos patients ne répondent pas. Donc, pour l'instant, en prévention primaire, il n'y a pas vraiment de place pour l'aspirine, mais en prévention secondaire, toujours. La dysglycémie, plusieurs approches privilégiées par Diabète Canada. Moi, je pense qu'il y a une approche. Pour moi, le diabète type 2, maladie monosynaptique, donc on débute la metformine chez tout le monde, sauf s'il y a contre-indication. Et on réévalue dans 3 à 6 mois, donc rapidement. Et ce qui est nouveau, c'est que si l'hémoglobine glyquée n'est pas à la cible ou on a une modification de l'état clinique, bien, ce que va recommander Diabète Canada, c'est d'aller de ce côté-là du tableau avec soit des patients qui ont une maladie cardiovasculaire avérée, de la néphropathie chronique, de l'insuffisance cardiaque, ou un âge en haut de 60 ans avec 2 facteurs de risque cardiovasculaire que je vais vous présenter un peu plus loin. Et c'est sur le tableau qu'on va aller regarder, selon le profil de notre patient, qu'est-ce qu'on devrait privilégier. Grossièrement, là, pour garder ça simple, si les vaisseaux sont malades, il faut privilégier, en fait, on devrait ou on peut privilégier un agoniste des récepteurs du GLP-1. Si la pompe est malade, donc l'insuffisance cardiaque, ou si les reins sont malades, on
devrait ou on peut privilégier un inhibiteur du SGLT2. Je veux faire un petit encart là-dessus et vous rappeler que ces gens-là, les deux facteurs de risque cardiovasculaire, se retrouvent ici. Donc, usage de tabac, présence d'hypertension, qu'elle soit traitée ou non, et qu'elle soit au seuil ou non. Donc, juste le fait d'avoir un diagnostic d'hypertension ou d'avoir un diagnostic de dyslipidémie, qu'elle soit traitée ou non, au seuil ou non, ce sont des facteurs de risque supplémentaires cardiovasculaires. Donc, un LDL à 1,3 sous statine, ça compte encore. Et l'obésité centrale. Donc, un patient avec un diabète type 2 de plus de 60 ans avec deux de ces quatre facteurs-là entre dans le risque, dans le haut risque. OK? Les études sur lesquelles ça a été basé, ces recommandations-là, bien, ce sont des études avec les agonistes des récepteurs du GLP-1, ce sont des études avec les inhibiteurs du avec des inhibiteurs du SGLT2, sinon des études qui ont démontré qu'on a des bénéfices cardiovasculaires supplémentaires ou cardio-rénaux supplémentaires qui sont indépendants de la réduction de l'A1C. Donc, les nouvelles molécules qui sont à privilégier, on a ici nos GLP-1, on a ici nos ISGLT2. Tout le monde a démontré une réduction des événements cardiovasculaires d'importance majeure. Au niveau rénal, je vous ai parlé de l'étude FLOW tantôt, mais sinon, actuellement, on n'a rien avec les inhibiteurs, avec les agonistes des récepteurs du GLP-1. Tous les inhibiteurs du SGLT2 réduisent les événements rénaux. La protection cardiovasculaire en l'absence de diabète, c'est pour ça qu'on n'a rien ici avec la canagliflozine, parce qu'ils n'ont pas fait d'études en l'absence de diabète. Et la protection rénale en l'absence de diabète, même commentaire par rapport à la canagliflozine. Donc, ce qui revient à dire, ce que je vous disais tantôt, quand les vaisseaux sont malades, privilégier les agonistes des récepteurs du GLP-1. Les données en prévention primaire sont meilleures. Avec du laglutide, liraglutide, on a des données en prévention primaire, ce qu'on n'a pas avec les inhibiteurs du SGLT2. Mais quand on a un problème de pompe ou un problème de rein, on est mieux d'y aller avec les inhibiteurs du SGLT2. La Société canadienne de cardiologie a, en début d'année, émis ses lignes directrices sur l'utilisation des GLP-1 et des ISGLT2 pour réduire le risque. Les données sont là, ça va dans le sens de ce que je vous ai dit. Je ne vais pas vous faire les diapositives, vous les avez, elles sont disponibles sur le site de la SSVQ, mais les recommandations, c'est que chez les gens avec maladie cardio-rénale établie ou à haut risque de maladie cardio-rénale établie, c'est d'y aller avec un inhibiteur du SGLT2 ou avec un agoniste des récepteurs du GLP-1 et dans l'ordre de ce que je vous ai expliqué dans les diapositives précédentes. Là. Donc, si on a surtout, par exemple, quelqu'un qui claudique, quelqu'un qui a fait un ICT, un AVC, quelqu'un qui a fait un infarctus, privilégier les inhibiteurs, les agonistes des récepteurs du GLP-1. Si on a de l'insuffisance cardiaque qui prédomine le tableau clinique, de la néphropathie chronique, rappelez-vous, ce n'est pas uniquement la réduction du taux de filtration glomérulaire, mais l'augmentation du ratio de la microalbuminurie, donc du RAC, ratio albumine sur créatinine, est aussi un indice de néphropathie chronique. Okay? Un algorithme qui reprend ce que je viens de vous dire. Comment on va gérer les autres agents antidiabétiques? Mais est-ce que nos patients, lors de l'introduction d'un ISGLT2, et c'est vrai pour un GLP-1 aussi, est-ce que nos patients sont sous un sécrétagogue ou de l'insuline? Si la réponse est non, bien, on ajoute notre GLP-1 ou notre ISGLT2 et il n'y a pas de crainte à avoir d'apparition d'hypoglycémie. Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, mais c'est une situation qui est exceptionnelle. Si les patients sont sur une molécule des médicaments qui peuvent donner de l'hypoglycémie, à ce moment-là, regardez l'A1C. Si l'A1C est en haut de 8 vous pouvez introduire, le risque d'hypoglycémie demeure absolument faible. Par contre, pour les hémoglobines glyquées qui seraient en bas de 8 oui, on peut introduire, mais réduire la dose des molécules qui créent des hypoglycémies de 50 ou cesser. Si on est sur une insuline basale, on peut réduire de 50 Sinon, si le traitement est un peu plus complexe, réduire de 10 à 20 les doses, consulter une équipe spécialisée en diabète et toujours faire de l'enseignement sur les hypoglycémies. Un peu là, donc,
quand on introduit nos ISGLT2, on l'a dit, insuffisance cardiaque, maladie rénale chronique ou des patients avec facteurs de risque, il y a pas de contre-indication aux inhibiteurs du SGLT2. Savoir que plus le taux de filtration glomérulaire est faible, moins on est bon pour baisser la glycémie, mais on protège encore reins et cœur. Il y a l'aspect déplétion volémique. Donc, avec les diurétiques de Lance, ça va prendre une réduction des diurétiques. Avec les diurétiques, comme par exemple l'hydrochlorothiazide, l'indapamide, c'est plus la tension artérielle qui va faire foi. Si le patient est hypertendu, on peut les laisser. Si le patient est normotendu, la recommandation, c'est de les retirer parce que les ISGLT2 vont baisser vont baisser la tension artérielle un peu. L'autre chose avec les ISGLT2, la gestion des jours de maladie, qui est la diapositive suivante, qui est le SADMAN. C'est une feuille qui est disponible sur les lignes directrices de Diabète Canada avec les médicaments à suspendre lorsque les patients sont malades, incapables de manger, incapables ou vomir ou incapables de s'hydrater. Donc, on suspend temporairement ces médicaments-là pour éviter les lésions rénales aiguës, donc l'insuffisance rénale aiguë. Okay? Pour les GLP-1, la seule contre-indication qui existe vraiment, c'est l'histoire de cancer médulaire de la thyroïde, qu'elle soit personnelle ou familiale. Évidemment, le diabète type 1, mais c'est plus une non-indication, quoique on a maintenant des diabétiques, des patients avec diabète type 1 qui développent de la résistance à l'insuline à qui on met des GLP-1. Les histoires de pancréatite, de cancer du pancréas, ce n'est pas une contre-indication, ça appelle à la prudence. Il n'y a pas de données claires sur l'augmentation. En fait, c'est clair, les GLP-1 n'augmentent pas les cancers du pancréas et les données sur l'augmentation du risque de pancréatite, particulièrement les pancréatites secondaires, genre pancréatite biliaire, les données ne sont pas très convaincantes. Donc là, ça devient vraiment une question de peser le risque-bénéfice. Les doses de départ sont là. Il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas d'autres choses à gérer vraiment là, avec les autres molécules. On a parlé en présence d'hypoglycémia ou en présence d'insuline, quoi faire. Donc, la sélection, il y a GLT2, GLP1, je vous en ai parlé. Et on arrive à la troisième partie qui est personnaliser la thérapie. Et c'est ce qu'on vient de faire. La seule chose que je voulais faire, c'était parler de molécules de premier ordre. Dans toutes les lignes directrices, la première molécule à introduire quand on a du diabète, c'est de la metformine. Quand on parle de Diabète Canada, l'American Diabetes Association, l'AASD, l'ACE, tout le monde dit metformine au départ comme premier traitement. Il y a une exception qui est notable et dans une circonstance notable et par une société savante notable, c'est-à-dire que c'est les seuls qui ont osé l'avancer. C'est chez des patients chez qui on pose un diagnostic de diabète. Donc, ces gens-là n'ont pas de traitement contre le diabète, mais ont une maladie cardiovasculaire installée ou sont à haut risque ou très haut risque d'événements cardiovasculaires. La ESC, l'European Society of Cardiology, recommande comme traitement de première intention un inhibiteur du SGLT2 ou un agoniste des récepteurs du GLP-1 et si l'ANC demeure au-dessus de la cible après 3 mois, introduire de la metformine à ce moment-là comme médication de secours. Moi, je le pousserais un peu plus loin. Si l'ANC est encore élevé, si on a mis un GLP-1, on devrait mettre un ISGLT2. Et si on a mis un ISGLT2, on devrait mettre un GLP-1. Mais l'ESC a construit sa ligne directrice comme ça. On y va avec une molécule de protection en première ligne. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Et si ça ne fonctionne pas comme médication de secours, on met de la metformine, puis après ça, on va aller mettre l'autre molécule qui a un bénéfice cardiovasculaire. Donc, comme je vous disais, les autres profils ont été abordés dans le deuxième objectif. Donc, en résumé, on n'abandonne pas l'approche glucocentrique, mais on s'est vraiment concentré avec les dernières années vers une approche de protection cardio-rénale. Les études récentes montrent clairement qu'on doit faire une plus grande place au GLP-1 et au SGLT2. Rappelez-vous que le bénéfice cardio-rénal est indépendant de la réduction de l'A1C. Le bénéfice des ISGLT2 s'étend aussi à la population qui ne souffre pas de diabète. L'importance de la stratégie thérapeutique agressive et une approche sur tous les fronts. Et il me reste qu'à vous remercier et tenter de répondre de mon mieux à vos questions.
Merci beaucoup, Dr. Robitaille, pour cette excellente présentation. Des questions, j'en ai quand même plusieurs. Je vais commencer tout d'abord avec les premières qui sont rentrées. Il y en a quelques-unes par rapport à vos diapos sur l'hémoglobine glyquée de 5,6 Entre autres, on se demande est-ce que c'est à partir de ce moment-là qu'on devrait, à partir de cette valeur-là, qu'on devrait considérer le patient en état de prédiabète. Puis, est-ce que à ce moment-là, à 5,6 c'est quoi les interventions qu'on devrait faire? Est-ce que c'est simplement des changements des habitudes de vie ou introduire un traitement? C'est une excellente question. Je l'attendais, celle-là. J'aurais même dû préparer une slide pour répondre à la question parce qu'elle vient tout le temps, cette question-là. Oui, en fait, ça dépend à quelle ligne directrice on adhère, bien honnêtement. Si on se dit on est Canadien puis on va adhérer aux lignes directrices de Diabète Canada, non, entre 5,6 et 6 c'est pas un pré-diabète, puis on devrait théoriquement ne pas faire d'intervention. Si on regarde les lignes directrices de l'ADA, les lignes directrices de l'AACE, ces deux sociétés-là sont très claires sur le fait qu'on devrait faire des interventions à partir de 5,6 d'hémoglobine glyquée. La rationnelle en arrière de ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Les études de population nous montrent qu'à partir de 5,6 il y a une augmentation du risque d'événements cardiovasculaires. Fait que c'est vraiment 5,6 si on veut annihiler complètement le risque, c'est vraiment en bas de 5,6 ou 5,7 qu'on devrait viser. Le hic, c'est qu'on n'a aucune étude actuellement qui a démontré que si on baissait l'hémoglobine glyquée jusque-là, on avait une réduction des événements cardiovasculaires uniquement par la réduction de l'A1C. Fait que c'est basé vraiment sur des études de population, sur des études d'observation. Et ces études-là n'ont jamais eu lieu parce qu'on devait utiliser des molécules qui provoquent des hypoglycémies pour réussir à atteindre ces niveaux-là. Puis on a vu ce qui est arrivé avec le CORD puis leur taux prohibitif d'hypoglycémie. Mais on est nombreux dans le monde de la diabétologie à dire qu'il serait temps qu'on reprenne l'étude de CORD, mais avec des molécules modernes qui ne donnent pas d'hypoglycémie. Évidemment, ce n'est pas les compagnies pharmaceutiques qui vont les faire, ces études-là. Il faut que ça parte du NIH ou d'autres organismes subventionnaires. Comment moi je l'aborde? C'est sûr qu'intervention non pharmacologique chez tout le monde est agressive chez tout le monde. Il y a une étude là, qui a été publiée, qui est l'étude DPP, Diabetes Prevention Program, qui a démontré que oui, la metformine amène une régression du prédiabète vers un état euglycémique, mais pas de façon aussi importante que le traitement non pharmacologique. Donc, leur conclusion, c'était on devrait privilégier le traitement non pharmacologique. Ma lecture de ça, moi, c'est mais pourquoi pas les deux? D'autant que les gens qui sont en état de prédiabète, s'ils sont minces, il faut se poser des questions si c'est vraiment un diabète type 2 qui est en train de s'installer ou si ce n'est pas un LADA qu'on voit s'installer. Et les gens qui ont un diabète type 2, ces gens-là ont déjà une résistance à l'insuline qui est installée, ont souvent de l'obésité abdominale et la metformine peut aider à la perte de poids chez ces gens-là. C'est un médicament qui est sur le marché depuis 65 ans, qui est très sécuritaire. On connaît bien son profil d'innocuité. Donc, moi, personnellement, j'ai tendance à introduire rapidement de la metformine. Parfait, merci. Puis en parlant de metformine, on a aussi quelques questions par rapport à son utilisation. Vous, personnellement, vous avez démontré les dernières recommandations qui parlaient de débuter chez les patients à risque cardiovasculaire avec une autre molécule comme un inhibiteur de la SGLT2 ou un agoniste de la GLP1. Mais vous, personnellement, est-ce que vous utilisez toujours de la metformine en première ligne ou bien est-ce qu'elle a encore sa place en première ligne comme ça, là? Moi, je suis d'avis que pour moi, le traitement moderne du diabète, ça c'est une opinion personnelle qui est partagée par d'autres, mais pas par tous.
le traitement moderne du diabète devrait se faire avec un inhibiteur du SGLT2, un agoniste des récepteurs du GLP-1, et la metformine devrait servir de médication de secours quand les deux molécules précédentes réussissent pas à réduire l'hémoglobine glyquée au niveau qu'on recherche. Il y a des gens qui vont toujours argumenter contre ça, et leur argument est toujours le même, ce que moi je trouve est un argument de puriste, qui se défend très bien, et qui est un argument puriste. C'est-à-dire que toutes les études cardiovasculaires ont été faites sur une base de metformine. Donc, on n'a pas de données en l'absence de metformine. Donc, est-ce que le bénéfice cardiovasculaire va être présent même s'il n'y a pas de metformine à bord? On ne le sait pas parce qu'il n'y a pas eu d'étude qui a été conçue comme ça. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la protection cardio-rénale de nos molécules ne passe pas par une réduction de l'A1C, ne passe pas par des mécanismes de contrôle de la glycémie, passe par des mécanismes d'action qui sont complètement différents et qui n'ont rien à voir avec ce que fait la metformine de son côté. Donc, d'un point de vue mécanistique, il n'y a pas de raison de penser que ça prend de la metformine pour qu'un ISGLT2 ou un GLP-1 fasse sa job tel que les études l'ont démontré. Je pense que c'est pour cette raison-là que l'ESC est allé dans la direction de dire, bien, on met ça en premier, on ne met pas de la metformine, parce que la mécanistique ne nous amène pas à mettre de la metformine. Par contre, là, après ça, la réalité sur le terrain, c'est je ne serai pas capable de faire rembourser un ISGLT2 ou un GLP-1 s'il n'y a pas de metformine à bord. Et ça, c'est une triste réalité. Puis tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas une société savante qui dira « vous devez faire ça ». Et ceci étant dit, notre société savante, là, elle le dit de façon un peu subtile. Je vais juste aller retrouver ma diapo, puis je vais vous la mettre à l'écran, ce ne sera pas long. Ce que dit ma société savante, c'est si je recule d'une diapo, OK? Donc, j'ai commencé de la metformine, puis là, j'attends, puis je réévalue dans 3-6 mois. Mais c'est quoi le 3-6 mois? C'est si l'A1C n'a pas été atteinte ou s'il y a une modification d'état clinique. Donc, moi, j'ai un patient sous metformine avec une hémoglobine glyquée à 6,4 %. J'ai atteint mon seuil. Mais mon patient a de la maladie rénale que je ne savais pas quand j'ai introduit la metformine ou a une maladie cardiovasculaire que je savais peut-être, mais que là, maintenant, je vais la mettre en considération. Bien, ce que me disent les lignes directrices, c'est que je peux ajouter ou remplacer des antihyperglycémiants en choisissant un agent ayant des bienfaits cardio-rénaux démontrés. Donc, je serais tout à fait justifié avec les lignes directrices de Diabète Canada de retirer ma metformine et de mettre un ISGLT2 ou un GLP-1. On peut étirer l'élastique puis dire, ouais, mais je sais déjà que mon patient a de la maladie rénale, donc pourquoi ne pas y aller d'emblée avec un ISGLT2 ou un GLP-1? RAMQ, assureur, attendez-vous à débattre. Mais je peux vous dire par expérience que avec la RAMQ, les assureurs privés, c'est souvent un peu plus facile, mais avec la RAMQ, même si on trouve que c'est une roche dans le soulier, la RAMQ, ce sont des gens intelligents. Puis quand on argumente très bien notre décision thérapeutique, ils vont suivre. Et là, on a des lignes directrices très claires qui disent quoi faire. Sauf que ce que ça veut dire, c'est qu'il faut faire un formulaire de patient d'exception, s'attendre à un refus de la part de la RAMQ ou de l'assureur privé et débattre ce refus-là ensuite. Il faut s'attendre à ça. Donc, pour la RAMQ, est-ce que c'est ce que vous faites? Vous envoyez une demande initialement parce qu'il y a des gens qui se demandent là, comment on fait pour faire approuver les agonistes de la GLP-1 et la GLT2, là, les inhibiteurs de la GLP-1. Moi, je l'ai fait. Écoutez, il faut comprendre que dans mon rôle de consultant, je n'ai pas de patients diabétiques de novo. Les patients qu'on m'envoie sont toujours sur un minimum de thérapie. Mais oui, j'ai débattu avec la RAMQ des choses, puis on finit qu'à les gagner. Le plus bel exemple, le plus cocasse que je pourrais vous dire, c'est un patient que j'avais avec un taux de filtration glomérulaire à
15 ou 20 cc minutes. Oui, je suis au fait qu'à 15-20 cc minutes, les études de pharmacocinétique ont montré qu'on peut mettre de la metformine 500 mg par jour, puis on atteint les mêmes niveaux en circulation que des gens qui ont une fonction rénale normale avec des doses plus élevées. Ça, j'étais au courant. Mais mon patient était sous une sulfo, était sous un ISGLT2 et n'était pas aux cibles avec un embonpoint. Fait que j'ai demandé par un formulaire de patient d'exception, parce que je ne voulais pas mettre de metformine, à la RAMQ de rembourser le GLP-1. La réponse de la RAMQ a été, on comprend, blablabla, il ne répond pas à la mesure du médicament d'exception, mais il existe la mesure du patient d'exception. Mais malheureusement, vous n'avez pas tout essayé, particulièrement l'insuline. Ça m'a choqué. J'ai répondu à la RAMQ, j'ai dit, écoutez, nulle part dans les lignes directrices, c'est écrit qu'on doit mettre de l'insuline chez les insuffisants rénaux avant de mettre un agoniste des récepteurs du GLP-1. J'ai uploadé les lignes directrices sur le site de la RAMQ et je leur ai dit, allez voir tel tableau, telle page, tel tableau, telle page. Et vous allez voir que les recommandations de Diabète Canada, c'est d'aller introduire un ISGLT2 ou un agoniste des récepteurs du GLP-1. Mon patient a un ISGLT2, je veux mettre un GLP-1. Les lignes directrices ne me disent pas de mettre de l'insuline. Puis la RAMQ s'est rendue à mon argument, puis le semaglutide est remboursé pour ce patient-là depuis ce temps-là. Là. Donc, il faut vraiment, c'est long, c'est lourd, c'est ardu, mais si on y croit puis qu'on le fait, encore une fois, c'est des gens intelligents qui répondent à ça. Puis si notre argumentaire est bon, ils vont embarquer avec nous. Ils ne veulent pas que ça devienne une façon standard de faire, mais si on est capable de l'argumenter, ils vont suivre. Fait que oui, ça m'arrive régulièrement de le faire en lipides pour faire rembourser de l'IPE, pour faire rembourser des anti-PCSK9, là, dans des situations qui sont exceptionnelles. Mais quand on a notre argumentaire, et moi, j'ai réussi à faire rembourser un anti-PCSK9 à un patient en prévention primaire qui n'a pas d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote. Il y avait un LDL à 3,8 de départ, mais aucune maladie cardiovasculaire, intolérant à toutes les statines bien documentées. La RAMQ m'a répondu, oui, mais on ne rembourse pas en prévention primaire. Là, ce que j'avais dans ma poche, moi, c'était que j'avais fait faire un Coroscan et ce patient-là était au 95e percentile. Je leur ai répondu, écoutez, là, avec des artères coronaires autant calcifiées, mon patient n'est pas en prévention primaire. Là. Puis, il va le faire, son infarctus, un jour. Donc, c'est-tu possible de le traiter pour son cholestérol avant? Puis, la RAMQ a dit oui, puis s'est mis à rembourser l'anti-PCSK9 pour ce patient-là. Donc, quand on y croit, ça vaut vraiment la peine de débattre les dossiers. Puis, une question, quelqu'un se demande est-ce que vous savez si les infirmières praticiennes ont la même possibilité de faire des débats avec la RAMQ là, pour essayer de faire approuver ces médicaments? C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas de réponse parce que je n'ai pas posé la question à la RAMQ, sauf que si les IPS ont le droit de remplir des formulaires de patients d'exception, elles ont, pour moi, le droit tout à fait légitime de débattre avec la RAMQ, les réponses de la RAMQ, avec un argumentaire solide. Mais comment les gens à la RAMQ vont considérer un débat fait par une IPS par rapport à un débat fait par un médecin, ça, je ne le sais pas. Mais ce serait très, je dirais, condescendant de la part de la RAMQ de dire on n'acceptera pas de débattre des décisions avec une IPS alors qu'on lui reconnaît toutes sortes de privilèges qui historiquement étaient réservés aux médecins. Ce serait très, très condescendant d'agir de cette façon-là. Fait que moi, personnellement, si j'étais une IPS, ben je débattrais, puis je pousserais la RAMQ à me dire, vous savez, vous n'êtes pas un médecin, fait qu'on ne veut rien savoir de votre argumentaire. Mais j'irais jusque-là. Fait que là, il faut lire entre les lignes. Moi, je pense que les infirmières et les IPS doivent débattre avec la RAMQ. Absolument. OK. Ensuite, il y a des questions par rapport à la sémaglutide. Il y en a une, entre autres, est-ce qu'on devrait l'utiliser en traitement du prédiabète? Oui.
La réponse pour moi, c'est oui. Est-ce qu'on a des études sur le domaine? Non. Mais il faut comprendre que la sémaglutide est maintenant indiquée dans le traitement de l'obésité au Canada. OK? Et nombre de patients qui souffrent d'obésité ont aussi un prédiabète. Oui, il en existe des gens qui ont de l'obésité et qui ont une glycée à 4,4 %. J'en vois régulièrement. Mais souvent, ces gens-là ont une hémoglobine glyquée à 5,6, 5,7, 5,8 %. Et la glycée va descendre avec l'utilisation de la sémaglutide dans le traitement de l'obésité. Ceci étant dit, si on est purement prédiabète, comme on n'a pas d'études, comme la metformine amène une régression du prédiabète, comme la metformine coûte 10 sous par jour et la sémaglutide coûte 6 $ par jour, ben, c'est moins que ça, là, mais en tout cas, il y a une énorme différence. Fait que je vais me garder une petite gêne sur la recommandation du sémaglutide en première ligne pour le traitement du prédiabète par rapport au coût que ça va apporter. Mais d'un point de vue science, réduction de l'A1C, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Mais la metformine fait la job. OK, merci. Ensuite, on a une question par rapport aux inhibiteurs de la SGLT2. On se demande si on doit remplacer un phosphodiesterone 10 mg par du Jardiance dans un contexte d'insuffisance rénale en bas de 45 cc/minute. Puis, est-ce que vous prescrivez directement le Jardiance 25 ou vous commencez avec du 10? Là? Ça fait comment vous y prenez à ce niveau-là? OK. C'est une bonne question. Toutes les études cardiovasculaires, ou cardio-rénales, je devrais dire, ont été faites avec, pas toutes, mais la majorité, avec les 2 doses. Et ce que la majorité des études ont démontré, c'est que la petite dose, la grosse dose, donne exactement le même résultat en termes de réduction du risque. OK? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, on a des petites doses et des grosses doses qui sont, pour la majorité des ISGLT2, une demande de Santé Canada. Mais à travers le reste du monde, souvent les ISGLT2 ne sont disponibles qu'à la dose maximale, donc 10 mg ou 25 mg. C'est pas le cas de la canagliflozine. Fait qu'on est un petit peu dans une situation à part. Alors, comment on regarde ça? Moi, personnellement, si je cherche encore une réduction du glucose et de l'A1C, donc j'ai un taux de filtration glomérulaire en haut de 45, 50, 60, je vais d'emblée avec la grosse dose. Okay? Parce que même si ce n'est pas beaucoup, la grosse dose coûte le même prix que la petite dose, puis elle baisse l'hémoglobine glyquée de 0,2, 0,3 % de plus que la petite dose. Pour moi, c'est un 0,2, 0,3 % qui est gratuit. Par contre, si je veux vraiment faire de la protection cardiovasculaire ou de la protection rénale chez un individu dont le taux de filtration glomérulaire est en bas de 45-50, là, le bénéfice sur la réduction de l'A1C, il est disparu complètement. Alors, on peut mettre n'importe laquelle des 2 doses, on va avoir exactement le même résultat. Seul bémol, la canagliflozine. Ce qu'on a appris de Canvas avec les fractures ostéoporotiques, c'était que c'est probablement l'excès de chute par la grosse dose de canagliflozine qui a amené l'excès de fracture dans l'étude Canvas. Parce que quand Credence a été conçu avec une dose de départ de 100 mg et après ça, c'était à la discrétion de l'investigateur de monter à 300 mg. Alors que dans Canvas, il y a des patients de 85 ans avec un taux de filtration glomérulaire à 61 cc/minute, avec une tension artérielle de base à 105/60, qui étaient randomisés d'emblée à 300 mg de canagliflozin. Ces gens-là se déshydrataient, ils tombaient puis se pétaient la hanche. Là. On n'a pas vu ça dans Credence. Okay? Fait qu'il y a un bémol pour la canagliflozine. Allez-y avec du 100 mg. Moi, chez les jeunes, pour le traitement du diabète, j'y vais d'emblée avec le 300 mg. Je suis plus prudent chez les gens qui sont fragiles à cause de ce qui est arrivé dans Canvas et de la prudence que nous a enseigné Credence. Ensuite, j'ai une question par rapport à s'il y a quelqu'un qui se posait la question, c'est quoi un LADA? Est-ce que vous pouvez commenter? Oui.
avec plaisir. Le LADA, c'est un acronyme anglophone qui tient pour Latent Autoimmune Diabetes of the Adult. Donc, en fait, si on voulait le caricaturer, on dirait que c'est un type 1 qui apparaît tard puis qui évolue lentement. En fait, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est qu'entre le diabète type 1 typique et le diabète type 2 typique, il y a tout un continuum de maladies, diabète, qui vont se présenter de différentes façons. Pas d'histoire familiale, pas d'obésité, mais 50 ans, 55 ans, 60 ans. Ce n'est pas des gens qui ont un diabète type 2, ça. C'est probablement des gens qui ont un diabète type 1, mais qui apparaît tardivement, ce qu'on appelle aujourd'hui un LADA. On fait des dosages d'anticorps anti-GAD, on fait un dosage de ces peptides, puis souvent, on va trouver que ces gens-là n'ont pas de sécrétion d'insuline, puis ont des auto-anticorps qui sont positifs. Et parce que la maladie évolue lentement et qu'ils n'ont pas de sécrétion, ils évoluent lentement, on avait tendance à les appeler type 2. Même quand j'étais externe résident, on distinguait le diabète type 2 en type 2A, type 2B. On disait les 2A, c'est les minces, les 2B, c'est les obèses, puis les 2A, on devrait être traités au sulfo, puis les 2B, on devrait être traités à metformine. Mais je pense qu'il y a une grande proportion de ces gens-là qu'on appelait diabète type 2A qui, dans les faits, étaient probablement un LADA. On connaît mieux aujourd'hui. Donc, c'est ce que c'est le LADA. Merci. Ensuite, une question par rapport à l'insuline. Est-ce qu'on devrait la commencer, l'insuline longue action, afin d'arriver rapidement à une hémoglobine glyquée cible chez des patients jeunes qui ont une glyquée très élevée au départ, là? C'est une excellente question, ça aussi. Personnellement, j'ai tendance à repousser l'insuline le plus loin possible. On a des molécules très puissantes. Quand la sémaglutide est arrivée sur le marché, le sémaglutide injectable, on a fait à la clinique une étude de vraie vie, une étude de phase 4, où on introduisait de la sémaglutide. Donc, c'était une étude open label quand même, là. Mais j'ai eu dans cette étude-là quelques patients diabétiques qui m'étaient référés avec uniquement de la metformine et que j'ai mis d'emblée en ajout à la metformine avec un GLP-1 et un ISGLT2. Ces gens-là n'étaient pas cataboliques, rien de ça. Et ces patients-là, j'en ai 3 ou 4, ont passé leur hémoglobine glyquée de 8,5-9% à 5,6, 6,2%. Fait qu'on est capable, avec les molécules modernes, de descendre de façon assez foudroyante l'hémoglobine glyquée. Attention aux patients qu'on suspecte être cataboliques. Oui, chez ces gens-là, on devrait introduire de l'insuline précocement dans le traitement du diabète, quitte à la retirer quand on aura pris le contrôle du diabète. Mais quand les gens sont cataboliques, polydipsiques, polyuriques, perte de poids, ces gens-là devraient être mis d'emblée à l'insuline au début. Les autres agents aussi, là, de la metformine, tout ça, et graduellement, dans le temps, aller remplacer notre insuline par des ISGLT2, des GLP-1, quand l'état catabolique est contrôlé et qu'on est convaincu que ce n'est pas un diabète type 1 qui s'est présenté tardivement, lire un LADA. Parfait, merci. J'ai une dernière question. Il y a quelqu'un qui se demandait, c'est quoi le number needed to treat, est-ce que vous savez, d'une statine chez un patient diabétique en prévention primaire? Ah, mon Dieu, je ne m'en souviens plus. En prévention primaire, il me semble qu'on est autour de la quarantaine ou de la cinquantaine. Il y aura probablement quelqu'un qui pourra me corriger si j'ai tort, là, mais on est dans cet ordre de grandeur-là. Non, le bénéfice n'est pas... En fait, oui, le bénéfice n'est pas aussi marqué qu'en prévention secondaire, j'en conviens, mais ça ne prend pas tant de patients que ça à traiter pour épargner des événements cardiovasculaires. Et rappelons-nous que le coût des statines, maintenant, c'est quelques sous par jour, là, même quand on ajoute de l'ézetimibe.